monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition d'À Travers sur la télévision Pacifique. Comme vous le savez, l'émission À Travers est une production du Technogroupe Communication destinée à vous faire découvrir des personnalités haïtiennes ou étrangères qui, de par leur parcours, leurs travaux, contribuent au progrès de la société haïtienne. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, mais par-dessus tout l'honneur de recevoir avec nous, d'avoir avec nous à Travers, Madame Maryse Pénètre-Kedar. Madame Kedar, merci de répondre à l'invitation. Merci de l'accepter. Merci Stéphane, merci à vous et je dois dire que bon, je ne fais pas souvent des émissions, C'est vrai. mais que j'ai été très contente de cette invitation. Merci. Et enfin, de ton invitation. Donc je suis là et je félicite aussi la télévision Pacifique. Je dois dire que j'ai été très impressionnée en arrivant ici, voir ces magnifiques studios, voir l'équipe. Donc on est là. Madame Pénètre-Kedar, vous aimez qu'on vous appelle MPK, c'est beaucoup mieux d'ailleurs, on est plus léger, plus à l'aise avec. Vous êtes fille de monsieur Maxa Pénètre, il est ingénieur, éducateur avéré. Parlez-nous de cette famille catholique également qui vous a vu naître, grandir, qui vous a accueilli et qui vous a inculqué vos premières valeurs de vivre ensemble. Bon, je dois dire que ma famille, je crois que c'est un... je pense que à l'époque à laquelle j'ai grandi en Haïti, à Pétionville, il y avait beaucoup de familles haïtiennes, classe moyenne élevée, des professionnels, des gens qui travaillaient dur et qui ont inculqué à leurs enfants, enfin l'éducation était excessivement importante pour eux, la civilité. Et je pense que toute cette armée de gens, ils ont fait un bon travail. Ils se sont certainement inspirés de ce qui se faisait dans le monde aussi, parce qu'on a eu, les petits Haïtiens de l'époque, une éducation universelle. Donc, et comme je dis, c'était pratiquement ce qui se pratiquait chez tout le monde. Bon, chez moi, je savais que l'école était excessivement importante, qu'il fallait travailler dur. J'ai toujours vu mes parents travailler dur. J'ai vécu dans une maison où mes parents, j'ai aucun souvenir de mes parents parlant d'autres gens de façon négative. Oui. Donc c'était tous ces principes, de ne pas parler fort, oui, bien se tenir. C'était l'éducation que les Haïtiens de mon époque, en fait ceux qui vivaient dans les villes, recevaient. Alors, est-ce qu'on peut dire également ces deux-là, et également des écoles que vous avez fréquentées, qu'est partie la conviction de servir le pays? Bon, je dois dire que la conviction de servir le pays, bon, je crois que j'ai probablement, je me dis toujours que j'ai probablement trouvé ça dans mon bagage génétique. Et j'ai trouvé ça aussi à l'école. Bon, j'ai été à Sainte-Rose de Lima, petite école, enfin une école de filles. Et je pense que on a eu de bons profs. Quoique je pense que l'éducation aussi en Haïti, on devrait rendre l'époque où on va à l'école, la rendre beaucoup plus intéressante pour les enfants, moderniser tout ça. Mais c'était une école où on nous a appris le bien, le mal, et il y avait beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, être à l'heure. Donc, oui, je crois, mais je dois dire aussi que quelque part, j'ai toujours été attentive au milieu dans lequel je vivais. J'ai, petite, pas vraiment compris pourquoi il y avait tellement de différences en Haïti, pourquoi les enfants avaient pratiquement tout ce dont ils avaient besoin pour grandir, et pourquoi les petits-enfants étaient pieds nus dans la rue sans qu'on se soucie qu'eux aussi devaient aller à l'école. Donc je crois que petite, je me suis dit que j'aurais aimé faire partie des Haïtiens qui changeraient les choses dans ce pays. Donc, et je dois dire aussi que j'ai souvent dit à mes amis étrangers, quand ils me demandent comment de leur parler d'Haïti, qu'il
qu'il y a beaucoup de pays à l'intérieur de ce pays. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans un pays en Haïti et qui pratiquement ne visitent pas les autres pays. Moi, je crois que ce qui a rendu ma vie intéressante, c'est que j'ai visité pratiquement tous les pays. C'est-à-dire que je connais les gens de toutes les classes sociales. J'ai des amis dans tous les milieux, mais des gens avec lesquels j'ai une relation, une vraie relation. Donc, mais j'ai la conviction profonde aussi que la situation haïtienne est trop anormale. C'est-à-dire la situation que j'ai vue en grandissant dans ce pays, on dirait que ça va, je pense que ça va plus mal que ça allait quand je grandissais en Haïti. Donc, pendant que vous y êtes, juste une parenthèse, est-ce que vous pensez qu'il y a une façon, une manière de vraiment reprendre, de sortir de cette tangente pour prendre une tangente beaucoup plus positive? Oui, moi je crois. C'est-à-dire, ce qui jusqu'à présent, me donne quand même, me permet de continuer, c'est que je crois que les problèmes d'Haïti ne sont pas sans solution. Je crois que ce qu'on doit faire en Haïti, c'est pas des choses qu'on ne peut pas faire. Je crois qu'il y a beaucoup d'Haïtiens à l'intérieur de ce pays, il y en a à l'étranger aussi, qui ont des grosses capacités. Mais c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que, et je crois qu'il faudrait pratiquement réinventer ce pays. Le monde a connu une transformation profonde. Aujourd'hui, on est à l'ère des technologies. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans une bonne situation parce que pratiquement, il y a beaucoup de trains qui sont passés et on n'est pas monté dans aucun des trains. Donc, on a un très grand retard. Donc, aujourd'hui, il faudrait arrêter la machine et réinventer ce pays. C'est-à-dire voir comment on va faire et voir ce qu'on va faire pour fabriquer les Haïtiens qui pourront arriver à faire face à ces nouveaux défis. Et je pense que c'est possible. Je pense que la société civile haïtienne doit se mobiliser aussi. Je pense qu'on a suivi des modèles politiques. Les Haïtiens parlent tout le temps de changer de système, mais je crois que justement ça peut se faire. C'est-à-dire que, mais bon, il faut que ça se fasse correctement parce qu'il faudrait qu'on puisse voir sur les 50 prochaines années, qu'on décide de là où on veut être. Excusez-moi, mais quand on dit changer le système, est-ce que c'est pas un discours un peu, jusqu'à présent, un peu en l'air? Est-ce que c'est pas l'atterrir, c'est comment atterrir ce discours? Comment vraiment changer le système? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de... Qu'est-ce qu'on veut en fait? Est-ce qu'on veut une politique? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Une politique Bon, moi je crois que, quand on dit changer de système, moi ce que je vois, c'est que on a l'État haïtien qui pratiquement gère cette compagnie qui nous appartient tous. Absolument. On est tous actionnaires d'Haïti. C'est-à-dire que l'État haïtien, c'est une machine qui est très lourde, c'est une vieille machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la gestion de ce pays peut se faire de façon beaucoup plus simple. On a 10 départements géographiques qu'on n'a jamais développés. Port-au-Prince kidnappe le reste du pays. On fait comme les autres pays. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Suisse. Et pourtant, on a une grosse machine, on a des parlements, on a des... Moi, je crois qu'il faut que les Haïtiens, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui demande une grosse réflexion, beaucoup de matière grise et aussi beaucoup de... Il faut vraiment qu'on puisse arriver à faire quelque chose pour nous tous. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un groupe social qui va dire on va gérer le pays de cette façon parce qu'on va profiter plus. Je crois que c'est un moment et ça prend du temps, comme je vous dis. Je pense que tous les pays aujourd'hui qui vivent qui vivent la même situation que nous, aux États-Unis, s'ils avaient la possibilité de changer de système, ils auraient fait ça aussi. Parce que pratiquement les défis, on vit dans un autre monde. Et quand je vois les jeunes Haïtiens aussi qui grandissent ici,
on ne peut pas, nous, les gens de notre génération, penser qu'on sait ce qu'ils veulent, ce qui est bien pour eux. Il faut qu'on leur parle. Et il faut presque les décoder quand ils parlent. Il faut savoir. Donc je crois que... Et tout ça, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que si on veut changer les choses, il faut voir est-ce que la machine qu'on a pour avancer, est-ce que le problème c'est la machine ou les gens qui sont au volant de la voiture. Donc c'est tout ça et c'est certainement tout. Nous on a une grosse responsabilité aussi dans ce qui ne s'est pas fait en Haïti. MPK, permettez. Vous avez représenté Haïti à Washington dans les années 80. C'est vous, en tant que ministre conseiller et chargé d'affaires représentant Haïti en Belgique, qui a négocié l'entrée d'Haïti, si on peut le dire comme ça, dans la Convention de Lomé. Vous savez, c'est un accord qui permet au pays, aujourd'hui notamment Haïti, de recevoir l'aide de l'Union européenne, qui aide beaucoup Haïti en ces derniers temps. Aujourd'hui encore, et tout cela, pour poser la question, c'est, vous avez choisi votre carrière de diplomate, ou est-ce que c'est vous qui avez fait ce choix, ou est-ce que c'est la carrière que vous avez choisie vous-même? Nous savons que vous avez étudié les sciences politiques. Ouais. Bon, je dois dire que c'est un peu la carrière qui m'a choisi. Mais j'étais vraiment contente de cette coïncidence parce que finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter Haïti. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à faire pour Haïti à l'extérieur. Donc, en ce qui a trait à la Convention de Lomé, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Lomé, c'est le club des pays le club des pays qui avaient été colonisés par certains pays de l'Union européenne à l'époque. Okay. Donc, vous savez que quand la décolonisation a commencé en Afrique dans les années 60, donc tous ces pays qui avaient été des colonisateurs donc, ont perdu cette mainmise qu'ils avaient sur ces pays. Donc, ils ont fait la Convention de Lomé. Et Lomé, donc ça a été signé à Lomé, donc c'était pour définir les nouvelles relations qu'ils auraient avec ces pays. Et comme Haïti avait été décolonisé, enfin pas décolonisé, Haïti avait gagné son indépendance, donc Haïti avait été un enfant spécial qui a pris sa route seul depuis cette époque. Donc on n'a jamais admis Haïti à l'intérieur de cette convention. Donc l'isolement dans lequel on a été plongé déjà depuis l'indépendance s'est perpétué pendant de très nombreuses années. Et j'ai appris quand j'étais à Bruxelles, parce qu'on avait eu un service diplomatique important en Haïti. On a eu des époques où on a eu des ministères des Affaires étrangères avec des cadres. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, ils ont aussi des cadres importants. Mais on a eu des magnifiques années de la diplomatie haïtienne. Donc, quand je suis arrivée à Bruxelles, donc j'ai rencontré des Européens qui m'ont dit, bon, c'est peut-être une chose que tu peux faire pendant que tu es ici, c'est de rentrer Haïti dans la Convention de Lomé. C'était une époque politique difficile parce que c'était pratiquement l'époque de la transition. On a eu beaucoup de nouveaux dirigeants à la tête de l'État haïtien. Donc à cette époque, c'était Général Abraham qui était le président. Enfin, il était, je pense, ministre des Affaires étrangères à cette époque. C'est après 86, là. Oui, ça c'est après 86. Donc c'est avec Général Abraham qu'on a préparé la lettre de demande d'adhésion d'Haïti. Et après, je suis repartie à Bruxelles où j'ai fait un lobbying parce qu'il y avait déjà 66 pays qui étaient membres de l'accord. Donc c'était l'Afrique, la Caraïbe et les pays du Pacifique. Donc là, j'ai appris aussi qu'Haïti a beaucoup d'alliés à l'étranger, c'est-à-dire des gens qui font des choses directement ou qui ont beaucoup de sympathie pour ce pays. Donc je pense que quand on cherche des avantages intéressants pour Haïti et qu'on le fait sérieusement, parce que tout est possible pour Haïti. Donc on est rentré dans cet accord, c'est-à-dire qu'on a signé en 89. Et c'est ça qui a pas
je dirais, amené l'Union européenne en Haïti. À cette époque, c'était la Communauté économique européenne, mais qui a amené ce niveau d'aide au développement. Parce qu'avant, on avait des relations avec, mais pas ce qu'on a aujourd'hui. Et Haïti a énormément aidé la République dominicaine aussi, parce que compte tenu du fait que le gros problème, c'était qu'on ne pouvait pas prendre Haïti sans prendre la République dominicaine, et que l'Espagne, à l'époque, venait de négocier son entrée au sein du marché commun, c'était le marché commun. Donc les Dominicains se sont beaucoup appuyés sur nous et pour voir comment on arriverait à les aider. Et ils le savent. C'est-à-dire qu'on a signé, l'autre jour, on a eu 25 ans depuis que cet accord a été signé. Et je dois dire qu'en Haïti, on n'a pas fait de bruit avec ça, mais les Dominicains, eux, ils sont venus me voir en Haïti pour... ils ont fait une interview aussi, parce que eux, ils se sont organisés pour bien profiter de la Convention de Lomé. Et aujourd'hui, ils sont même plus intéressés à l'aide au développement, parce qu'ils font autre chose. Ils prennent tout ce qu'offre cet accord qui est pour des gros investissements. Et il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi la Fondation Solano. Parlez-nous de cette fondation. Bon, la Fondation Solano, c'est une fondation qui appartient à Royal Caribbean, que j'ai créée aussi, et qui travaille dans la section communale de la Bande du Nord. Donc, là où se trouve le site, là où se passe l'opération de l'Avadi. Donc, moi, je suis une malade d'école. Quand je parle aux gens, j'encourage les gens à faire des écoles, pas à les construire physiquement, mais à les gérer aussi et apporter les moyens pour qu'on ait des très bons. Donc, la Royal Caribbean a aussi fait une école dans la section communale. Et moi, je suis un des administrateurs de cette fondation. Et là, vous employez beaucoup de gens. C'est déjà la création de dizaines d'emplois, là. Bon, là, c'est pas la Fondation Solano qui emploie les gens. Là, c'est la Solano. La Solano. Donc, la Solano, comme vous savez, c'est une compagnie qui appartient à la Royal Caribbean. Donc, je suis le président de cette compagnie depuis un bon nombre d'années. Et donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc c'est dans l'opération Etalabadi, donc dans le nord d'Haïti. Et donc c'est une compagnie qui gère un site où des gros bateaux, on fait des bateaux les derniers bateaux coûtent plus d'un milliard de dollars, c'est vraiment assez impressionnant. Et donc, on a un private-public partnership avec l'État haïtien. L'année dernière, on a amené 700 000 personnes en Haïti. Et les jours de bateau, la compagnie, elle a des contrats avec... on emploie autour de 230 Haïtiens. Et on a près de 700 personnes, c'est-à-dire qui bénéficient indirectement de cette opération. On a des troubadours, des troupes folkloriques, on a un marché où il y a plus de 300 personnes. Donc c'est une grosse opération. Et c'est une opération qui se fait avec beaucoup de succès en Haïti. Donc pratiquement, moi je crois qu'il y a tellement de choses qui pourraient se faire en Haïti, d'autres choses. On va continuer à parler de Royal Caribbean, mais entre-temps, on va prendre une courte pause à cette émission. On va revenir dans un instant, MPK. Chers téléspectateurs, on est arrivé au moment de la pause. Restez avec nous pour la suite de votre émission à travers. Aujourd'hui, où nous recevons Madame Maryse Pénet-Kedar, qu'on appelle surtout MPK. C'est plus raccourci, c'est plus à l'aise comme ça. Tout à l'heure. Vous suivez l'émission à travers sur la télévision Pacifique, la chaîne 54. Vous savez, l'émission à travers est une production du Technogroupe Communication destinée à vous permettre de découvrir des personnalités haïtiennes ou étrangères, mais surtout des Haïtiens et des Haïtiennes
qui travaillent au développement du pays dans leur domaine particulier. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, mais surtout l'honneur de découvrir une personnalité haïtienne. C'est Madame Maryse Pénètre-Kédar, qu'on appelle MPK, surtout parce qu'elle aime ça. C'est beaucoup mieux, c'est plus raccourci, on est plus facile. C'est ça la vie d'ailleurs, rendre la vie plus facile. Tout à l'heure, on parlait de la Royal Caribbean, on parlait de la société La Bas du Nord, vraiment une société qui fait un grand travail dans le Nord. D'ailleurs, c'est grâce à Royal Caribbean que nous avons en Haïti le quai qui peut recevoir les croisières. L'année dernière, on a reçu 700 000 personnes, c'est bien ça? Oui, un peu plus. Un peu plus. Vous êtes là physiquement avec nous, en chair et en os. Parlez-nous de la Royal Caribbean et de ce grand travail que vous faites dans le Nord aussi. Bon, la Royal Caribbean, d'abord, je vais vous dire que c'est une compagnie qui vient en Haïti. Déjà, le premier bateau est arrivé en 1986. 1986. Donc, plus de 30 ans. Et la Royal Caribbean est je crois que contre vent et marée, elle est restée en Haïti. Donc, pour le moment, on emploie un peu plus de 230 personnes et la compagnie a aussi créé des opportunités économiques pour la région directement à l'Abadi. Donc, c'est une grosse opération. Je pense que l'année dernière, on a eu 153 bateaux à passer en Haïti. Wow. Et aussi, bon, c'est évident que pratiquement, quand on a 700 000 personnes à arriver, donc on n'a pas besoin de faire du marketing pour qu'ils arrivent, c'est-à-dire que le pays pourrait bénéficier beaucoup plus. Absolument. Mais maintenant, c'est-à-dire que la balle est dans le camp des Haïtiens. C'est-à-dire qu'on a, comme vous savez, la citadelle pas très loin. Haïti vraiment a une région nord qui est très riche au niveau patrimoine et histoire. Donc, on discute avec les autorités haïtiennes. Je crois que le gouvernement passé avait déjà aussi pas mal travaillé pour mettre Haïti en position de pouvoir bénéficier de ces avantages. Et je crois que le tourisme de croisière, c'est quelque chose, c'est pas avec ça qu'on va développer un pays, mais c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut faire parallèlement à d'autres choses qui amènent des bénéfices pour une région. Absolument. Et sans devoir rentrer, parce que le tourisme est un secteur intégré, comme vous savez, il faut faire il faut construire des aéroports, il faut avoir des ports, il faut avoir des routes, il faut avoir un hôpital, enfin des hôpitaux. Il y a énormément de choses à faire. Donc je crois que Royal Caribbean est une compagnie qui a été bonne pour Haïti, comme Haïti a été bonne pour la Royal Caribbean aussi, parce que s'ils viennent depuis 1985, c'est qu'ils arrivent à faire du bon business ici. Absolument. Et je pense que Haïti, et là je sors un peu de votre question, enfin la question précise que vous m'avez faite sur Royal Caribbean, mais moi je vois les opportunités partout en Haïti. J'allais vous poser la question. Je vois les opportunités à Haïti. Les Américains, ils ont fait leur American Dream, mais les Haïtiens peuvent faire leur Haitian Dream. Moi, je ne suis pas une rêveuse. Bon, c'est évident que je rêve beaucoup aussi. Et il faut rêver ce que je pour veux continuer. dire, je ne suis pas quelqu'un qui ne fait que rêver. Je crois que je suis aussi une femme pratique. Mais c'est dommage qu'on ne comprenne pas que on est trop riche pour être aussi pauvre. C'est-à-dire qu'il faut organiser la maison, il faut qu'on arrête et il faut surtout un bon plan et il faut des gestionnaires. C'est des gestionnaires qu'il nous faut. On a un management problem. Et puis il faut fabriquer pratiquement les Haïtiens qu'il nous faut pour le développement de ce pays. Haïti pourrait employer, je suis sûre que si on met en production 5000 comptables par exemple, ils trouveraient du travail si c'est des gens qui ont une superbe formation. On a besoin de gens pratiquement dans tous les secteurs, mais il faut faire des formations à la carte. Il ne faut pas produire, et que les gens qui vont bénéficier de ça sont des gens, c'est toute la région de la Caraïbe. Les Haïtiens travaillent partout. On les retrouve aux Bahamas, ils sont dans toutes les îles. Ils sont en Floride et je crois que
C'est dommage, c'est-à-dire il faut vraiment prendre des grandes... Bon, là, maintenant, on va avoir un nouveau président, un nouveau gouvernement, et je pense que ils ont beaucoup de pain sur la planche, et je crois aussi que la société civile haïtienne doit se mobiliser pour s'assurer qu'on accompagne l'État là où il a besoin d'accompagnement, mais surtout qu'on arrive finalement à normaliser cette situation et que les dirigeants haïtiens comprennent qu'ils travaillent pour nous. On est l'employeur. Ils doivent nous rendre des comptes. Ils doivent nous... Ils peuvent pas... Ils doivent nous dire pourquoi on choisit ça au lieu de ça. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui en Haïti. Non, je crois qu'aujourd'hui, je disais justement à une amie à moi que je crois que ce serait le moment qu'on ait quelque part, je dis toujours qu'on est un pays sans mode d'emploi. C'est pas exactement, c'est pas qu'on est sans mode d'emploi, puisque il y a des législations, il y a des lois, il y a des décrets, il y a... Mais je pense qu'il nous faut un manuel de procédure pour ce pays, et je pense qu'il nous faudrait redonner aux gens qui ont des fonctions dans ce pays, leur redonner les termes de référence de leur mission, et ensuite qu'ils arrivent à nous donner à nous un peu un calendrier. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'un pays, s'il faut faire 5 élections en 5 ans, qu'on ne les fasse pas. C'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on soit... Mais c'est de notre faute aussi, parce que je crois qu'il faut qu'on arrête d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, on traîne des choses qu'on n'a pas résolues. Donc je crois qu'il faut qu'on se réveille si on veut autre chose. Un réveil que vous-même, déjà, nous savons que vous travaillez à façonner, à travailler pour que ce réveil puisse devenir une réalité. Vous êtes la présidente de PRODEV, Progrès et Développement, que vous avez une organisation que vous avez co-créée avec votre père, M. Max Pennet. L'idée est de créer un réseau d'écoles de qualité pour pouvoir créer ce haïtien de qualité. Mais à quel niveau en est-on aujourd'hui? À quel niveau en êtes-vous aujourd'hui à PRODEV? Laissez-moi vous dire, PRODEV, c'est une fondation qui gère des écoles, qui travaille à créer un modèle, parce que moi je travaille, on travaille, parce que c'est pas des choses que j'aurais pu faire seule. Moi je fais beaucoup de choses en équipe. C'est qu'on veut créer des écoles de qualité dans les quartiers défavorisés. Nous, on travaille dans les quartiers défavorisés. On veut créer des écoles et les gérer entièrement. Parce que moi, je crois que Haïti, l'éducation devrait être sur l'agenda de tous les Haïtiens qui vivent en Haïti et les Haïtiens qui sont à l'extérieur. Parce que c'est pas normal, c'est pas possible qu'on n'arrive pas à comprendre que le nerf de la guerre, le problème majeur qu'on a, qui entrave le développement économique, qui entrave la vie politique, c'est l'éducation. Il n'y a aucun pays sur la terre qui a réussi sans comprendre que l'investissement dans les hommes qui, eux, vont faire le reste, vont créer la richesse dans le pays, vont faire tout le travail. En Haïti, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, même quand on fait des affaires, si on fait l'éducation, on aura des gens qui vont générer de l'argent, on aura plus de clients. Je crois que ça, c'est le plus grand défi que ce pays a. Donc nous, on a créé des écoles. Et bon, ce n'est pas les écoles qui m'appartiennent. D'abord, on a travaillé avec l'État haïtien parce que nous, on ne pense pas qu'il faut qu'on continue à faire des choses à côté de l'État. Il faut que c'est des écoles pratiquement, si l'État pouvait les prendre, on les aurait données à l'État. Donc, on travaille avec l'État. Et moi, je vois, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on mette ça derrière nous. Parce que si on le fait et qu'on le fait, et il y a énormément de gens. Moi, je suis contente, Stéphane, de cette
aimable invitation. Mais il y a énormément de fourmis dans ce pays qui ne font pas de bruit et qui travaillent dans l'éducation, dans tous les secteurs. Il y a des femmes extraordinaires, donc je ne veux pas paraître là, en prima donna qui est là, c'est-à-dire que je suis une parmi énormément de femmes haïtiennes qui sont en Haïti et je crois qu'on pourrait mobiliser beaucoup de femmes haïtiennes qui ont été travailler à l'étranger, qui ont plus de 60 ans, qui ont fini de faire l'éducation de leurs enfants, qui sont à la retraite, qui ont travaillé dans des bonnes écoles aux États-Unis, au Canada, en France. Il faut la mobilisation générale pour l'éducation. Des femmes, des hommes, il faut qu'on le fasse ensemble. Et moi, je suggère aussi que, je pense qu'il faut aussi qu'on enlève l'éducation de la politique, c'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement que ce soit un projet national qui n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas chaque fois qu'on a un président ou un premier ministre, qu'on a un nouveau ministre de l'éducation qui change les données, c'est-à-dire que l'État doit jouer son rôle de régulateur, mais ça doit être enfin, c'est une idée, comme on va gérer le secteur. Je crois qu'il va falloir beaucoup parler avec beaucoup d'Haïtiens qui connaissent. Moi, je ne suis pas une éducatrice, mais je suis une fanatique de l'éducation parce que je dis toujours à mon âge que c'est mon dernier combat. C'est-à-dire que dans 2 ans, je ne vais pas venir te dire que maintenant je plante des fleurs ou venir te parler de mon jardin. C'est-à-dire que je vais rester dans l'éducation. Mais pendant que vous y êtes, quel rôle les écoles devraient jouer de façon distincte, quelles soient les écoles aujourd'hui? Alors les écoles, et c'est pour ça que l'éducation m'intéresse, c'est que pratiquement les écoles doivent jouer un rôle qui est beaucoup plus large que le rôle que jouent les écoles dans les pays développés où d'autres secteurs jouent leur partition. Parce que un enfant, pratiquement, pour que son éducation soit faite correctement. Donc la famille a un rôle qu'elle joue, l'État a une partition qu'elle joue, l'Église, les clubs, la société civile, c'est-à-dire qu'il y a c'est toute une partition, qu'il y a beaucoup de gens qui participent à l'éducation d'un enfant. Tandis qu'en Haïti, aujourd'hui, cet enfant qui réussit à aller dans une école, il faut qu'on lui passe un maximum de choses que sa famille n'est pas capable de lui passer. C'est-à-dire qu'on a assisté ces dernières années à une déconstruction de l'État aussi, des valeurs. Donc il faut arriver à utiliser ce moment au maximum pour qu'on passe à cet enfant un maximum de connaissances et d'informations, parce que cet enfant va retourner sur ses parents et sur sa communauté, il va être un petit... C'est-à-dire qu'il va jouer sa partition à lui. Donc l'école devrait être au cœur des communautés et jouer un rôle très important. Et il faudrait aussi qu'on ait des enseignants. Je ne dis pas que beaucoup de gens disent « Ok, il faut faire l'école, mais vous n'avez pas de professeur. » Je regrette. C'est-à-dire qu'on a des gens en Haïti. L'autre jour, à l'école Nouvelles-Orangers, j'ai assisté à un cours, un jeune homme qui a fait Saint-Louis-de-Gonzague primaire, Saint-Louis-de-Gonzague secondaire. Il est professeur enfin, on appelle professeur, mais c'est plus des instituteurs, puisque ce n'est pas l'université. Mais il faisait un cours magnifique. Et je me suis assise, il ne savait même pas que je venais, donc je sais que vraiment, c'est sa nature, c'est ce qu'il sait faire. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment... Il faudrait que l'État arrive à trouver une formule où, genre service militaire ou PISCOR, que quand on sort de l'école secondaire, qu'on doit donner 1 an ou 2 ans et qu'on a une formation en amont avant de pouvoir intégrer pour pouvoir arriver à construire le réservoir de bons professeurs dont on a besoin, parce que c'est un gros problème.
les gens les professeurs dans les pays, ça devrait être les gens, d'abord, il faudrait vraiment qu'on cherche les meilleurs citoyens. C'est vrai. Parce que c'est le pays qu'on va placer devant la personne. Exactement, c'est-à-dire que c'est ce que... Donc, ça devrait être... Donc, il faut, bon, j'imagine que... Mais il faut commencer toutes ces réflexions. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Haïtiens se parlent dans les communautés, dans les églises, pour voir comment on va faire ça. Il y a ce problème en Haïti. On prend comme un problème, c'est la question de la langue. Dans quelle langue est-ce qu'on devrait former les jeunes Haïtiens? Dans le créole, en français? Ou est-ce qu'il faudrait intégrer d'autres langues? Parce que est-ce que la langue devrait être une barrière? Ou est-ce qu'on ne devrait pas utiliser la langue comme une ouverture, une porte ouverte sur le monde? Ouais, moi, je crois que... Bon, j'ai bien compris. Je ne suis pas une spécialiste non plus à ce niveau-là, mais je vais vous donner mon opinion. Mon opinion, c'est que je comprends que l'introduction à l'école se fasse dans une langue que les enfants dominent, maîtrisent. Mais je suis aussi pour que les petits Haïtiens, qu'on puisse leur donner un maximum de connaissances. Je pense qu'il faudrait apprendre à bien parler le créole. Oui, fondamental. Qu'il faudrait qu'ils parlent correctement et arrivent à écrire correctement le français. Et que les deux autres langues qu'ils devraient avoir, c'est l'anglais et l'espagnol, puisqu'on est dans la région. La région, c'est vrai. Et je crois que moi, j'ai plein de gens que je connais personnellement qui parlent 4-5 langues, puisque j'ai beaucoup voyagé. Et bon, quand je vois... Mais tout ça, c'est le leadership aussi. C'est-à-dire c'est le leadership qui donne le ton et la société civile qui soutient le leadership pour accompagner le développement et ces grosses prises de décision. Je regarde le cas de Kagame. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer l'incomparable, c'est-à-dire que c'est deux pays, Haïti et le Rwanda. Mais Kagame a pris une décision il y a quelques années, je ne sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans ou 1 an, mais où il a décidé de passer du français à l'anglais. C'est-à-dire qu'il a dit le peuple rwandais, à partir de maintenant, va parler anglais. Et tout ce qu'on va faire, on va le faire en anglais. Je ne dis pas qu'on doit faire des choses drastiques comme ça, mais aujourd'hui, la production au niveau... On a besoin d'informations qu'on ne va pas trouver en créole sur Internet. Et l'Internet devrait jouer un rôle très important. Moi, je pense que, je ne sais pas ce que ça coûterait, mais ce serait bien d'avoir un pays où Wi-Fi entièrement dans toutes les régions, qu'on sache... Parce qu'aujourd'hui, il faut profiter... C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse un shortcut, un raccourci. Il faut qu'on arrive à voir comment on peut arriver plus rapidement en prenant quand même notre temps. Parce qu'on ne peut pas bâcler les choses parce qu'on doit arriver, parce qu'on doit toucher le but. Exactement, parce que je me rappelle qu'il y a un dirigeant haïtien qui avait dit à son chauffeur, bon ça c'était les époques où les Haïtiens, les grandes envolées en français, il disait ralentissez à son chauffeur qui allait très vite pour arriver au palais national. Il a dit ralentissez parce que je suis pressé. Oh là là. Donc là, au niveau de l'éducation, il faut... Et moi, je pense qu'on s'est mis dans une situation en Haïti où je pense qu'on pourrait ouvrir le pays 24 heures sur 24. On a beaucoup de travail à faire ici. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit... On doit fermer le pays à partir de 4 heures, 5 heures de l'après-midi. On doit fermer le pays à 4 heures, les gens travaillent beaucoup. Donc, il faut un business plan pour ce pays. Parce que si on demande aux gens de ne pas travailler, c'est-à-dire que de rester des longues heures, il faut qu'on pense à la sécurité pour ces gens, il faut qu'ils aient des moyens aussi, qu'ils arrivent à payer des gens qui vont accompagner leur... En tout cas. Oui. Tout à l'heure, vous nous disiez que peut-être dans 2 ans, vous pourriez revenir ici pour dire, écoutez, aujourd'hui, moi, je plante mes fleurs, écoutez, je vous invite à visiter mon jardin. J'aurais adoré être une... C'est vrai, mais ça nous permet de vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous choisissez comme loisir? Vous faites quoi? Bon, moi, je vais vous dire très sincèrement, et je ne suis pas fière de ça, j'ai pas de loisir. J'ai pensé. Que j'ai pas de loisir, je n'aime pas partir en vacances, je n'aime pas... C'est-à-dire que
bon, je fais quand même des choses, je rencontre des gens, mais je n'ai pas de vrais loisirs. Et je crois que très sincèrement, c'est ce qui manque à ma vie. C'est-à-dire que j'aurais aimé être une femme j'aurais aimé savoir bien faire la cuisine, par exemple. J'aurais aimé avoir un beau jardin. J'adore les fleurs. Je ne sais pas. C'est-à-dire que mais je crois que, vous savez, je crois que une chose intéressante, c'est de pouvoir se remettre en question. Moi, je me remets en question régulièrement. Donc là, je vais choisir des loisirs. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est d'écouter de la musique haïtienne. Oui. C'est-à-dire que le soir, très tard, j'ai des gens qui travaillent chez moi qui me disent « Mais madame, vous ne dormez pas ?» Mais je peux écouter, j'adore le compas. Je crois que c'est malheureux qu'on vit dans un pays, mais on ne peut pas vraiment aller écouter de la musique. Il n'y a pas vraiment des... Haïti devrait être le grand pays de la musique. La musique devrait être... Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire avec la musique, avec l'art, les gens devraient venir en Haïti, les Caraïbéens devraient chaque année savoir qu'ils viennent. Il y a 5-6 festivals en Haïti. Et donc, et on ne devrait pas être dans une situation... Moi, je ne vais pas au bal. Je n'ai pas été au bal depuis des années, puisque j'ai vécu une vie totalement... Enfin, pas tout le temps en Haïti. Mais je pense que je vais me chercher un loisir et je viendrai te raconter ce que j'ai trouvé. On serait content, mais en fait, l'émission va toucher à sa fin, c'est certain, mais on ne peut pas finir, parce qu'en fait, on n'a pas toujours la chance d'avoir des gens comme vous sur ce fauteuil. Un message à la jeunesse haïtienne, un message aux jeunes, partant de votre expérience, bon Dieu. Bon, le message aux jeunes, je pense que d'abord, une des choses que je peux leur dire, c'est qu'ils doivent prendre sérieusement leurs études, prendre très au sérieux leurs études et se préparer. Je pense qu'on a la chance de vivre dans un monde magnifique qui n'est pas sans difficulté et certainement pas sans grande difficulté pour les jeunes haïtiens. Je crois qu'ils doivent s'organiser aussi, parce que le pays, c'est eux. 65% de la population d'Haïti a moins de 25 ans. Donc, s'ils ont la capacité intellectuelle et qu'ils arrivent aussi à s'organiser, à s'entendre, je crois ils vont être les décideurs. Bientôt, ils seront les décideurs. Je crois que avec l'Internet aussi, avec toutes les nouvelles technologies, on sait ce qui se passe, comment les sociétés se construisent. Il faut qu'ils se renseignent. Et il faut absolument qu'ils puissent se rendre compte que le leadership en Haïti, un président d'Haïti, un premier ministre d'Haïti, c'est le président ou le premier ministre du conseil d'administration d'une entreprise qui vous appartient. Donc c'est très important, les élections, savoir qui on met au pouvoir, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce pouvoir. Je crois que vous devez vous armer. Je crois qu'il faut vous organiser, que la société civile doit s'organiser. Vous devez savoir ce que vous voulez. Parce que je pense qu'il y a de grosses possibilités qu'Haïti devienne une terre d'opportunités. Et c'est là qu'on devrait rester. Je vous suggère aussi de ne pas faire trop d'enfants. Parce que ça, c'est un gros problème. Quand on a 250 000 personnes qui naissent dans un pays chaque année, c'est pas normal. C'est-à-dire que combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien de... En tout cas, je veux vous dire que la génération qui est passée, enfin, qui pratiquement s'en va, puisqu'on est sur le chemin du départ, on n'est pas en train d'arriver, vous autres, vous arrivez, qu'on vous aime et que vous êtes nos enfants, qu'on vous souhaite de réussir, d'être discipliné et surtout d'avoir un grand sens de civilité. Les anciens Haïtiens, dans les campagnes et dans les villes, avaient énormément de sens de civilité, respectaient les adultes. Je crois qu'il faut qu'on revienne à ces valeurs. En tout cas, je vous embrasse et je vous aime.
Et moi, de mon côté, je vous embrasse et je vous dis merci infiniment d'avoir accepté l'invitation une nouvelle fois. C'est un grand plaisir, cette conversation avec toi. On va finir l'émission, on va tout parler après. Okay. Et là, c'est certain, et une nouvelle fois, merci d'avoir accepté l'invitation et la maison est vôtre, on vous attend encore ici à Pacifique. Très bien. Merci Stéphane. Merci infiniment, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro d'À Travers pour aujourd'hui. On a eu avec nous aujourd'hui MPK, Maryse Pénet-Kedar, et c'est mieux de l'appeler comme ça. Ça crée l'ambiance. Merci, on vous dit à bientôt pour notre numéro d'À Travers. On vous attend sur votre chaîne de télévision Pacifique. Au revoir. Très bien. On va regarder.